En compagnie d'Adriano Celentano. Pourquoi Adriano Celentano? Eh bien, tout simplement parce que j'accueille ce matin le plus marocain des Italiens. Bonjour Abdou Achouba. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelques années, un de mes confrères avait fait un papier, tu vois. Et puis il avait dit, bon, Lino, c'est le plus italien des Marocains. Et moi, j'accueille ce matin le plus marocain des Italiens. En fait, tu es partagé entre les deux cultures, hein, entre le Maroc et l'Italie. Moi, je suis très heureux, mais vous permettez, cher Lino, en venant ici de Rabat, j'ai pensé à une chose. Je rêvais de dire d'annoncer cette phrase, puisqu'on est au mois de mars. On d'accord, on ne s'est pas parlé, hein. On ne s'est pas parlé du tout. On est au mois de mars et on est à la radio Mars Attack. Et je rêvais de cette phrase, pour commencer, de Orson Welles, quand il animait sa fameuse émission qui avait effrayé toute l'Amérique. Bonjour les Martiens. Bonjour Abdou. Bonjour. Superbe introduction. Alors, Mars Attack, nous sommes le mardi 5 mars, numéro 809. Avec moi le professeur Aziz Daouda, bonjour. Lino, comment va? Ça va, Najib Salmi. Lino. Bonjour. Camarade président, bonjour. Salut. Azdi Lamara aussi est avec nous ce matin, et puis Amin Birou. Alors, bon, Abdou, c'est un homme de culture évidemment, un homme de cinéma, mais c'est aussi un sportif, hein, un fan de foot. Il nous dira après pour qui il partage, pour qui bat son cœur, hein. Et donc, on va commencer par parler d'athlétisme ce matin, hein. Puis on a 2 heures, pour parler de ta dernière réalisation, hein, le film sur le premier homme, hein, Albert Camus, hein, c'est un petit peu, c'est la vie de Albert Camus dans ce manuscrit qu'on avait trouvé dans sa voiture après son accident, hein. On va parler de cinéma, on va parler d'Italie, comment tu la vois, hein? Mais surtout après les élections. Après les élections. Et je voudrais parler sport, ouais. Parce que bien sûr j'ai mon équipe préférée, mais vers la fin, ouais. Pour ne pas se fâcher avec ses amis autour de moi. Donc la première partie, bon, on va parler d'athlétisme, puisqu'il y a eu l'Assemblée générale hier. On va ensuite revenir sur l'actualité footballistique marocaine, hein, avec les prestations, je dirais, africaines, mi-figue, mi-raisin, le train-train du championnat, hein, et on va se poser une petite question, où on est le foot marocain avant le foot national, avant Maroc-Mali de demain. On va aller ensuite à Old Trafford, hein, Champions League, avec le Real. Hein. Le monde entier ira, paraît-il. Le monde entier va regarder. Ouais. Quel totalitarisme. Faites vos jeux, hein, donc... rien ne va plus. Je ne sais pas si c'est pour le Real ou pour Manchester, mais pour une des deux équipes. Il n'y a pas Messi, tu es tranquille. Il y en a qui font la moue. Oui, c'est vrai, c'est dommage. Dommage qu'il ne soit pas là, Messi ce soir, c'est vrai, c'est dommage. Et puis la deuxième partie, avec Abdou, on parlera de cinéma, on parlera de sport, on parlera d'Italie, on parlera un petit peu de tout, de politique, etc. Alors messieurs, nous avions un représentant à la Fédération royale marocaine d'athlétisme hier, à l'Assemblée générale, c'est camarade président. J'en suis revenu, regardez là, ça et ça. Vigorisé comme jamais, et c'est une Assemblée générale qui nous interpelle après celle du tennis sur la situation de droit, la égalité. Et bon, on a eu une AG avec 3 candidats, Fiskah et Zido. Mais tout le monde s'est retiré quand Abdeslam Ahizoun est arrivé. Bon, l'Assemblée générale a dit on veut tout reconduire avec M. Ahizoun. On ne veut pas d'autres candidats qu'ils s'en aillent s'ils veulent vraiment être candidats. Alors face à cela, M. Ahizoun a dit moi j'arrête l'Assemblée générale, je demande un moment de répit qu'on discute.
Et pendant la discussion, tous les 3 candidats ont dit si M. Haïzoun voulait rester président, nous on retire notre candidature. Et ça s'est passé comme ça. Mais quand Haïzoun est revenu, il a expliqué à l'Assemblée générale sa position, étant donné qu'il y a l'unanimité autour du maintien de M. Haïzoun. Donc lui, il accepte de reporter l'Assemblée générale, tout en expliquant et en rappelant qu'il était attaché au principe de la légalité, à savoir qu'il ne briguerait pas un 3e mandat dans la mesure où il en a consommé 2. Comme le prévoit la loi. Donc pour l'esprit de la loi, ça c'est Montesquieu, donc c'est grandissime, je m'en irai finalement, parce que de facto il s'en ira. Et c'est ce qu'il a dit. Détrompez-vous, ne croyez pas que moi, en quoi que ce soit, je porterai atteinte à la loi. J'ai fait mes 2 mandats, il faut que je respecte la loi. Il a dit à la fin, tout à la fin. Donc ça s'est terminé sur ça. Un bonhomme attaché à la légalité, des candidats qui n'en sont pas dans la mesure où peut-être, moi je ne sais pas, sont dans l'incapacité. D'ailleurs, Sky s'est divulgué dès le départ pendant l'Assemblée générale pour dire immédiatement, sans que personne lui demande, moi je retire ma candidature, alors qu'il n'avait pas besoin de le faire, et il n'avait qu'à le faire pendant l'Assemblée générale. Rester les 2 autres candidats, donc est-ce qu'ils seront dans la capacité de tenir après le départ d'Haïzoun? Moi, je ne sais pas, je ne comprends plus rien franchement à ce système où des gens viennent présenter des candidatures et se retirent dès le départ sans présenter ni de programme ni rien du tout, et en plus il y a une assemblée générale. Moi, l'assemblée générale, franchement, des gens qui se lèvent, qui vous disent au nom de tous les clubs jeux. Et t'es qui? Il faut respecter l'Assemblée générale. Ça, on continuera à l'avoir jusqu'à la fin du monde. Au nom de tous les clubs jeux. C'est énorme. Le club jeu, au nom de... Dis au moins nous. Mais une Assemblée générale est faite pour des débats contradictoires. Ça fait pas mal. Il faut discuter, il faut rester dans l'égalité. C'est une école, une Assemblée générale. Ça, malheureusement, on est passé à côté et on verra. Abdou Achouba, vu de l'extérieur, ça t'inspire? Ce qui s'est passé hier à la Fédération marocaine d'athlétisme? Non, pas du tout. Vu de l'extérieur? Non, pas du tout. Il y a un homme qui veut respecter la loi, d'autres qui disent non. Est-ce qu'on peut faire une entorse quand il y a plébiscite? Puisqu'on parlera de la loi, c'est la loi quand même. Oui, puisqu'on parlera des élections italiennes et la catastrophe des résultats. Si on revient vers le Maroc, depuis une dizaine d'années, cette évolution constatée, c'est à fleur de peau. Mais le plus important, c'est une certaine liberté de la presse. Et quand on dit liberté de la presse, c'est la liberté de l'opinion en général. Donc il faut un apprentissage. La liberté de l'opinion, il est à côté, lui. L'opinion démocratique, un apprentissage. Non, il a dit démocratique, il n'a pas dit l'opinion qu'il a à côté. Il a dit démocratique, là, on est tranquille. Parce que Najib, quand il y a des opinions, il a regardé. Un apprentissage d'une forme de démocratie, c'est ça. C'est au-delà du bulletin de vote. Ouais. Donc, on est hors règle. Donc, il y a encore du chemin à faire. Ouais. Une autre réaction? Najib Salmi, oui, vas-y. Non, si tu permets, c'est juste encore une fois une limite d'une loi que les initiés au sport ont critiqué dès le départ. Parce que moi, cette question de 2 mandats, c'est une vue de l'esprit. C'est une véritable vue de l'esprit. Déjà qu'on manque de dirigeants à la hauteur, comment voulez-vous qu'on limite leur mandat à 8 années seulement, alors que 8 années, tu ne fermes pas un sportif en 8 années. C'est une vue de l'esprit. Et moi, s'il y a quelque chose que je recommanderais, c'est que le ministre introduise immédiatement une modification de cette loi. Un abonnement. Un abonnement à cette loi. Un abonnement. Un abonnement. Je voulais vous parler après un petit peu de l'équipe magazine. Donc il introduise une modification de cette loi rapidement pour débloquer la situation pour tout le monde. Parce que c'est invraisemblable. C'est une vue de l'esprit. Exact. Ceux qui ont vu cette loi comme ça, ils n'ont aucun vécu dans le sport ou ne connaissent pas le sport marocain. Exact. Surtout qu'on va vivre en cette fin de semaine le congrès de la CAF. Ouais. Confédération africaine de football, qui est aussi démocratique que tout, et où Aïssa Hayatou va briguer son 7e mandat. Il est déjà en poste depuis 25 ans. Il est en poste depuis 98. 88. 25 ans. 88. Depuis 88, exact. Depuis 88. Voilà, 25 ans. Depuis 88. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, ici, aujourd'hui? Alors. Et il est évident
que le départ d'Ahizoun, le départ annoncé d'Ahizoun, a plongé dans le désarroi le monde de l'athlétisme. Même dans le désarroi, les candidats qui pouvaient se présenter. J'ai une explication juridique à apporter, si vous permettez. D'ailleurs, on en a débattu avec des athlètes et tout le monde. Abdeslam Ahizoun, soit il est dégoûté, soit il y a autre chose. C'est un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que la loi, elle est nouvelle, ne s'applique pas à M. Ahizoun. Si. Non, il n'y a pas de rétroactivité au niveau de la loi. Elle peut s'appliquer à la limite à M. Abdeslam Ahizoun pour un mandat, pas pour deux. Pas pour le deuxième. Donc, il a passé un seul mandat. Ça, si jamais il accepte. Pourquoi? Parce qu'il lui reste encore à consommer le deuxième mandat, pendant lequel il devrait tenir une assemblée générale extraordinaire, réviser ses statuts et relancer pour 2 mandats. C'est ça la logique. Mais M. Abdeslam Ahizoun semble dégoûté. Et puis, il a tenu à dire qu'il respectait l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est la non-rétroactivité non plus de la loi. Mais moi, je suis d'accord avec Aziz. C'est une loi qui me paraît... Si on voulait véritablement appliquer la loi, ni Hadi, ni la loi d'avant, celle de 89... Il ne prévoit pas de mandat, la dernière. Non, mais celle de 89 aussi n'a pas connu de texte d'application. Ouais. Attention, c'est qu'en fait, nous sortons à chaque fois une loi et nous la mettons en application son esprit, mais pas ce texte parce qu'on ne fait pas de texte d'application à côté. Oui. D'accord? Mais de toute façon, cet article-là, il faut l'enlever dardard de la loi. Il y a 2 articles qu'il faut abroger rapidement. Celui-là et celui qui interdit à quelqu'un de faire partie de 2 fédérations, de 2 associations. Ça aussi, c'est une aberration, c'est une vue de l'esprit. Non, mais restons-en à ça. Moi, je crois que le problème majeur, c'est ça. Tu risques de perdre des hommes. Tu risques de perdre des hommes de qualité. Par la faute d'une loi qui ne tient pas compte du réel sportif. Moi, je suis d'accord. Voilà. Moi, je voulais savoir, ceux qui se sont proposés pour éventuellement remplacer Ahizoun, ils avaient vraiment les épaules assez larges pour prendre ce poste-là? J'appellerais ça des candidatures de témoignage. Là, il y a la démocratie, comme parle c'est Aziz, et est-ce que tu as les épaules pour... il y a la démocratie, mais est-ce que tu as les reins solides pour gérer une l'impression, c'est que c'était des candidatures de témoignage. Je me présente, et puis... ça, c'est un droit, il ne faut pas le remettre en cause. Maintenant, Ahizoun, c'est une sommité, c'est un grand dirigeant d'un club qui remplit les conditions pour être candidat. Bon, après... Non, Lino, moi, je ne dis pas qu'ils remplissent pas les cases pour être candidat. Nous, autour de la table, on se dit, est-ce que ceux-là mérite d'être président? On est en train de faire un talk show. 2 ou 3 candidats près. On est en train de faire un talk show, on en parle quoi. Le grand problème, c'est que tout le monde a le droit d'être candidat. Beaucoup de personnes remplissent pour être candidat. Pour être candidat, le seulement. problème est-ce qu'ils sont capables d'être président? C'est ça la différence. Et c'est sur ça que je voulais parler. Comme ça, oui, d'accord. Et ils l'ont dit eux-mêmes, ils se sont retirés d'Ardar. Ce sont des dès que l'Assemblée générale a dit, le jeu s'est levé pour dire je parle au nom de tous les clubs et nous sommes et que ceux qui ne sont pas d'accord s'en aillent. Mais le problème n'est pas circonscrit à ça fait De Gaulle un peu. Il y a beaucoup de disciplines où il y a une personnalité qui est forte. Et si on doit appliquer cet article de loi, on se retrouvera avec le vide. Ou on se retrouvera avec le chaos. C'est moi ou le chaos, finalement. Parce qu'en tennis, c'est la même chose. En football, ça risque d'être la même chose. Et je ne te parle pas d'autres disciplines qui vivotent à l'heure actuelle. Oui, je crois que ceux qui ont fait, les juristes qui ont été très inspirés pour sortir ce type de loi, ne connaissent pas le réel sportif. Ni les contraintes aujourd'hui, n'est-ce pas, du sport. C'est qu'on se calque sur d'autres exemples où il y a pléthore de dirigeants, où il y a une tradition sportive ancrée, où le management du sport a pris une dimension qui n'est pas encore la nôtre. Alors, on avait fait tout à l'heure, on a parlé des 25 ans du Hayatou, donc qui va briguer un 7e mandat. Moi, justement, je me suis penché il y a quelques jours sur la longévité de certains dirigeants. Et j'ai vu que finalement, la FIFA, est-ce qu'elle est bien gérée, la FIFA? Combien de présidents elle a connu depuis qu'elle existe, la FIFA? Alors, la FIFA n'a connu que 10 présidents de 1904 à aujourd'hui. Voilà. La CAF, de 1957 à aujourd'hui, 6 présidents. L'UEFA, de 54 à aujourd'hui, 8 présidents. Mieux encore, la Comebol, qui a été fondée en 1916. Donc, 9 présidents.
Le président Blatter, 28 ans de secrétaire général. C'est la confédération du football sud-américain. Ouais. Et pourtant là-bas, ils sont un petit peu caliente là-bas. Hein. Ils aiment bien faire les révolutions, les trucs. Hein. Eh ben, les gars, ils ont eu 9. Ils ont eu un premier président qui a duré 20 ans, de 1916 à 36. Et en ce moment, ils ont un certain Nicolas Léos. Et quand je dis certain, ça veut dire que le gars, il vit dans l'ombre. C'est le gars qui est président depuis 86, c'est-à-dire depuis 27 ans. Il est président du football sud-américain. Et il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il est là, tranquille. Et il fait du bon travail. Tranquillo, et il fait du bon boulot. Voilà. Et ce n'est ni un Argentin, ni un Brésilien. Voilà. Donc, comme quoi, hein, franchement, 34 ans, Jules Rimet. 34 ans de mandat. Avalanche, 24 ans. Stanley Rousse. Stanley Rousse, il n'a pas fait grand-chose. Stanley Rousse, il a fait 13 ans. Par rapport à ses... Nicolin, 30 ans. Non, ce que je veux dire, c'est que quand un dirigeant est valable, quand un dirigeant est bon, lorsqu'il est excellent, lorsqu'il il gère bien sa fédération, sa confédération ou son club, ben, je vois pas pourquoi on doit l'empêcher de continuer. Oui, c'est un attelage, parce que tu as souvent des secrétaires généraux qui durent tout autant que le président. Oui, Blatter. À la CAF, Moustapha Fahmy a duré 28 ans comme secrétaire général. Avant d'aller à la FIFA. Il continue. Abdou, tu voulais dire quelque chose? Je ne comprends pas pourquoi on parle uniquement de candidats au masculin. Lorsqu'il y a des problèmes, des antagonismes entre les hommes, je pense, et par mon expérience, il faudrait choisir une candidate femme. Et on n'est pas encore le 8 mars. Et les femmes sont capables. Ça arrive dans 3 jours. Vendredi 8. Croyez-moi. Oui. C'est vrai, ça aussi. C'est vrai. Oui, il y a peu de femmes. Peut-être que oui. Il y a peu de femmes, mais pourtant le quota du CIO, c'est 10% de femmes depuis 20 ans. Mais j'aime pas quota. J'aime pas quota aussi, les gars. Moi aussi, le mot quota, j'aime pas. Comment faire? Parce que là aussi, comme l'homme doit être compétent, la femme aussi doit être compétente. C'est tout. Mais ils le sont, mais ils sont marginalisés. C'est insistant pour la femme quand on dit quota 10%. Ça veut dire quoi? Que vous soyez compétente ou non, allez hop, 10 sur 100 vont pouvoir siéger dans un parlement ou dans une fédération ou dans une confédération. Non. Mais même la commission, féminine du foot féminin est dirigée par des hommes. Le plus triste dans toute cette affaire, c'est que lorsque Ahizoun parle de respecter la légitimité, il est sincère. Il a envie de partir, il l'a dit dans notre Assemblée Générale. Voilà, maintenant, il y a pour 5 ans, les structures sont faites. On a signé, la fédération a signé des contrats de partenariat avec X, Y et l'Akhéré. Donc, c'est viable. C'est-à-dire que tous ceux qui disent que sans Ahizoun, il n'y aura pas d'argent, il a enlevé cette porte-là. L'argent Kane. Maintenant, on ne le laisse pas partir. C'est qu'il y a quelque chose. Non, mais quand tu vois parce que certaines personnes vont dire on garde Ahizoun parce que Ahizoun égale moyen, égale AD, égale contact, égale connaissance et tout. Non. Les clubs et les électeurs de cette Assemblée Générale ne veulent même pas entendre parler de leur candidature. Si Ahizoun entendait rester, il resterait. Maintenant, il a été reconduit hier, en tous les cas. Il a été reconduit, mais est-ce que lui souhaite rester? C'est ça. Mais moi, je sais que personnellement, il me l'a dit, comme peut-être à toi aussi. Moi, je l'ai rencontré récemment avec Hicham. On l'a rencontré. Il nous a dit, moi, ça y est, j'ai terminé. J'ai mes 2 mandats. Moi, la loi, qu'est-ce qu'elle dit, la loi? 2 mandats, ça y est. Moi, je m'en vais. Mais nous sommes dans un pays où, franchement, quand tu as des dirigeants aguerris, parce que quand Ahizoun est arrivé, je me rappelle, il avait dit, moi, je croyais, mais alors là, le monde du sport, la presse sportive, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Aujourd'hui, le type, il est aguerri, il est debout, il tient bon, il se présente comme étant un grand connaisseur du sport, il a beaucoup appris. Mais au Maroc, on prend des ministres souvent qui ne connaissent rien au sport, sitôt qu'ils apprennent, on les débarque. Aujourd'hui, voilà Ahizoun qui apprend, qui devient l'homme du métier. C'est un mythe, ça aussi. C'est un mythe que de dire que les technocrates ne sont pas des sportifs ou n'ont jamais eu rien à faire avec le sport, etc. Hein. Non, au départ, si. Mais quand il s'adapte... Tous ceux qui disent que Fatih Firi ne connaît rien au foot, eh ben moi, j'ai passé de bons moments avec lui à parler, pas de l'équipe nationale, mais parler de son club, du FUS, ou parler d'autres choses, ou parler d'un club européen, ou parler d'une compétition. Mais le type, il a 20 ans de pratique. Mais les gens qui disent, 20 ans, plus de 20 ans de pratique. Il ne connaît pas le foot, celui-là, il ne connaît pas l'athlétisme, l'autre, il ne connaît pas la natation, l'autre, il ne connaît pas le taekwondo. Mais attendez, les gars. C'est 20 ans de pratique, il a passé 5 présidents. Hier, j'étais avec 2 amis chirurgiens, ils
m'ont véritablement scié. Il y en a un qui m'a scié. Et je le salue d'ailleurs, parce qu'il écoute tous les matins. Hein. Ouais. Il a même décalé un petit peu avec. Il a décidé, bon, écoutez, première opération à partir de 9h. Tu vois un peu ce truc, bon. Mais, et bon, un super fan du Real Madrid et tout ça, et il argumente. Il te parle de Manchester, de Manchester Real Madrid. Et pourtant, tu dis, un chirurgien, qu'est-ce qu'il a à voir avec le foot? Mais le sport appartient à tout le monde. Oui. À tout le monde. Surtout la gestion du sport. La gestion du sport. Il y a une différence entre... Non, surtout que généralement, ceux qui disent ça n'ont aussi rien à voir avec le sport. C'est ça le problème. C'est qu'ils sont encore plus loin du sport que ceux qui le critiquent. Pourquoi avoir des a priori? Non, c'est même pas une question d'a priori. Moi, j'estime que Blaïd n'a rien à voir avec le sport. Mais en fait, moi-même, qu'est-ce que j'ai à voir avec le sport? C'est ça que la question. C'est que ceux qui reprochent à ceux-là de s'immiscer du sport... T'es qui pour juger? Dans le sport comme dans tous les autres métiers, il y a différents niveaux d'intervention et chaque niveau requiert une certaine compétence. Ouais. Et cette compétence, elle est ce qu'elle est pour ce niveau de décision. C'est-à-dire ne peut pas devenir entraîneur celui qui n'a jamais fait d'école d'entraîneur, mais peut devenir président celui qui a fait du management. Alors, du sport. Je vous pose une question. En fait, c'est un auditeur qui nous pose cette question. Vous SMS sur 5030, coup du SMS IDR TTC. Avant de lancer les conseils pour les achats, donc mais alors désolé, mais il faut arrêter avec le cumul des fonctions. Hein. Je ne conteste pas la qualité des hommes, mais le système. Voilà. Pourquoi pas Daouda? Parce que Daouda n'en veut pas déjà. Puis Daouda, il peut pas cumuler. Il peut pas être à Radio Mars et à la fédération. Voilà. Daouda, il a déjà donné. Non. C'est vrai. Et puis, il n'a pas fini de donner. Non, mais... Le puits n'est pas, totalement tari. Non, mais c'est très fatigant. Moi, franchement, au-delà de tout ça, je comprends qu'un homme comme si Abdel Hizoun souhaite partir. Parce que c'est... Alors, on me dit... Non, mais il s'accroche à l'égalité, lui. Attention, c'est pas la fatigue. Non, il n'est pas fatigué. On nous dit aussi, j'ai pas compris pourquoi on me dit, messieurs les démocrates, regardez tous les présidents américains. Qu'est-ce qu'ils ont les présidents américains? Ah oui, deux mandats, oui, c'est vrai, deux mandats. Ouais, mais les Américains, ils ont une structure. Qu'est-ce que ça va? Et puis, on me dit que le Stade marocain a un président, la section pétanque du Stade marocain a un président depuis 40 ans. Conseil pour les achats. Alors, autant parfois les auditeurs nous font plaisir hein, dans leur SMS. Bon, il y en a un qui me dit, là, Hassan de Rabat, qui dit, ouais, alors si on suit votre raisonnement, on a eu les Fidel Castro et les Gaddafi et tout ça. Ça, c'est des dictateurs, ça n'a rien à voir. C'est des gens qui ne sont jamais passés par les urnes. C'est différent. La seule chose, on peut poser la question... Pour quel résultat? Oui. C'est ça qui est important. Et pour aussi répondre aux auditeurs et aux jeunes qui demandent, bon, très bien, le vote se passe de cette façon, hors légalité, ou quelqu'un qui est excédé, qui ne veut plus reprendre, mais faisons un bilan. Pour quel résultat? C'est ça qui est important. Oui, bien sûr, le bilan. Alors moi, on n'a pas fait de coup de cœur, coup de gueule ce matin, hein. Et moi j'en ai un que j'ai gardé depuis la semaine dernière. Enfin pas que nous avons gardé. Que nous avons gardé au nom de jeu. Au nom de jeu. Non mais sincèrement, quand tu avais annoncé la venue de C. Abdou Achouba, moi j'avais un truc pour le lendemain. Puis je me suis dit non, je le laisse C. Abdou. Mais c'est vrai, parce qu'il est en relation avec l'immigration de Marocains. Il y a eu une étude la semaine dernière, je ne sais pas, vous avez certainement vu ça dans la presse, qui a été publiée, qui a été initiée par la Fédération européenne pour la formation. Et selon cette étude, il y aurait 42% des Marocains qui désireraient, qui envisageraient d'émigrer. Voilà. Dans 52% dans la région d'Agadir, et pourtant une région qui n'est pas si pauvre que ça, et 49% dans la région de Marrakech. C'est là où sont battus les records. C'est pas un fgo, hein.
C'est Agadir et Marrakech. C'est peut-être les mêmes gars qui disaient que Radio Mars n'était pas écouté à Radio Temps Libre, qui faisait 0% le dimanche après-midi. Alors du multiplex du foot. C'est peut-être les mêmes mecs, hein, non? Cette étude vaut ce qu'elle vaut, mais elle a été publiée et elle a été largement commentée dans la presse nationale et par les citoyens que nous sommes. Et ce qui est avancé comme principale motivation, l'amélioration de la situation matérielle. C'est-à-dire que le flux. C'est-à-dire que le Marocain ne vit plus que par l'argent. Donc, mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'à la fin de cette étude... Il y a plus de femmes que d'hommes, je crois, qui veulent partir aussi. Oui, beaucoup. Mais attends, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin, je résume, c'est qu'à la fin de l'étude, il y a un chiffre extraordinaire, mais qui a été très peu commenté. C'est que 74% de ceux qui reviennent, parce que beaucoup reviennent, beaucoup sont déçus, ont vécu de la misère. Ah oui. Ont vécu la misère, non pas au Maroc, mais là où ils ont émigré. Et ce qui est passé aussi inaperçu, c'est que beaucoup de Marocains partent avec une situation sociale d'ici qu'ils ne retrouvent pas de l'autre côté. C'est-à-dire, ils partent, par exemple, beaucoup partent de la banque, beaucoup. Il est cadre de banque ici, mais quand il arrive au Canada, il est employé de guichet. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? À moins 45. À moins 45 degrés. Non. C'est-à-dire que finalement, ce fantasme de l'immigration n'est qu'un fantasme. Et qu'en vérité, de l'autre côté, la vie n'est pas rose. Lino. Abdou? Oui. Vas-y. C'est Aziz Daouda a tout à fait raison. Mais je crois qu'il y a une certaine catégorie, je ne sais pas qui sont ces gens qu'on a interviewés pour savoir, ça me semble énorme comme chiffre, mais disons certaines, je dirais pas une élite, mais des gens formés, diplômés, n'aspirent qu'à une chose, revenir au Maroc et travailler avec même la moitié du salaire. Puisqu'on parle de ces Hizoun, Maroc Télécom vient de réussir la construction de la première tour, la grande tour, à Rabat. Ce sera le nouveau siège de Maroc Télécom. J'étais partie prenante pour la venue d'une société, une des premières sociétés industrielles italiennes, qui s'est chargée de tout ce qui est technologie, de verre, de système. Et cette société a respecté dans le temps et son engagement financier, dans le délai pour finir le travail. Comment ils ont fait? Ils ont ramené plus de 150 ouvriers marocains formés en Italie, qui sont formés d'une manière extraordinaire et qui parlent italien, et qui sont mieux qualifiés qu'un ouvrier simple marocain qui est resté. Ils ont accepté d'être payés la moitié de ce qu'ils percevaient en Italie. Mais ils étaient heureux d'être ici, de faire un travail extraordinaire et d'être chez eux. Parce que ce que disait c'est Aziz Daouda, j'ai assisté, j'ai vu, et ça fait mal au cœur, le malheur de cette émigration. L'Europe ne va pas très bien, donc tout est bloqué. D'où une certaine violence contre ces immigrés. Et ça rajoute à la misère de ces gens-là. Oui, mais Lino, tu sais qu'à Montpellier, il y a quand même une forte population marocaine. Collectivité marocaine. Et la première communauté étrangère à Montpellier. Oui, il y en a pas mal. Et je parle souvent avec eux. Il y en a énormément qui veulent revenir. Énormément. Le problème là-bas, c'est l'aspiration de tout émigré. Hein. Oui, ils veulent revenir. Que tu sois né ou non dans ton pays d'adoption. Hein. Retraite par retraite. Après, c'est la carte vitale qui les empêche un peu, ou les soins, ou cela. Mais ils veulent tous revenir. Et on sait très bien qu'en Espagne, maintenant, il y a une ruée du sens inverse des Marocains qui reviennent vers l'Espagnol. Il y a 10 000 Espagnols qui sont venus par là. Et les sociétés espagnoles. Hein. On en revient à ce qu'on a vécu dans les années 50-60. Il y a beaucoup de Français qui touchent leur retraite en France, qui est de 10 000, 12, 15 000, 1 500 euros, un truc comme ça, et ils viennent vivre au Maroc. Mais il y a des détails quand même importants.
maintenant que vous avez engagé la discussion de ce point de vue-là, c'est que 50% des Marocains, après 10 années de résidence, selon toujours cette étude... C'est toi, c'est pas nous, hein. C'est toi, c'est pas nous qui avons engagé la discussion. Non, moi je l'ai engagé. Non, mais l'angle. Le coup d'envoi, tu as donné. Non, l'angle, parce que ça doit parler effectivement de Marocains qui acquièrent des compétences et qui pourraient les mettre en valeur ici. C'est que après 10 années de résidence, 50% des migrants n'acquièrent aucune expérience, ni aucune qualification gratifiante. 50%. C'est qu'en fait, quand ils migrent, ils ne vont être engagés qu'à des fonctions ou des prestations de subalternes, c'est-à-dire qu'ils n'acquièrent pas de qualification. Bon, attends, on va parler tout à l'heure, parce que la deuxième partie, justement, avec Abdou, quand on va parler de la situation politique en Italie, tout ça, puisqu'il connaît très bien. On va parler aussi justement de la présence marocaine en Italie, hein, et un petit peu de la société, comment elle s'est dégradée, hein, sur le plan économique. Hein, donc, on va revenir sur ce problème-là. Alors, on va parler foot maintenant avec... on va revenir un petit peu, on va faire une espèce de round-up sur ce qui s'est passé ce week-end. Donc, des clubs qui, en Coupe d'Afrique, ont eu des comportements mi-figue, mi-raisin. Le championnat qui poursuit son parcours, son petit bonhomme de chemin, hein, avec 2 matchs reportés. Bon, c'est pour cause de Coupe d'Afrique. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui a changé depuis l'élimination de la CAN avant ce Maroc-Mali demain qui oppose les 2 sélections des locaux? Il y a un léger mieux, il y a de quoi être optimiste, pessimiste, parce qu'il y a la Tanzanie à la fin du mois, hein, donc sur le chemin du Brésil, la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, il y a de la morosité, parce que les clubs n'arrivent plus à faire recette pendant les matchs de la Botola. À telle enseigne que le leader de la Botola a baissé le prix des abonnements et sollicite de plus en plus la présence des spectateurs. Donc, vous aurez remarqué que Raja Kodem, c'était devant 15 000, 20 000 personnes en ouvrant les portes. Idem pour le WAC, idem pour d'autres clubs. Non, 7 8 000 payants en ouvrant les portes, ça fait 15 000, 20 000. Non, mais tu comptes ceux qui ne payent pas, tu les comptes ceux-là aussi? Tu les regardes en fin de match. Après, c'est le trésorier. Tu comptabilises ceux qui payent un ticket et qui rentrent, tu vois. 7 000 payants. 7 8 000 personnes. Je voulais demander à Najib Salmi, il communique régulièrement les recettes et les affluences? Non. Tu te rappelles, à notre époque, tu exigeais du correspondant. Spectateur et tu faisais un point d'honneur de dire spectateur payant, temps. Parce que tous les délégués financiers venaient à la tribune de presse et donnaient le chiffre. Un petit bout de papier, on t'écrivait 2 chiffres, un petit bout de papier. Maintenant, ensoleillé, pelouse grasse. Ouais, temps ensoleillé, bon arbitrage de M. Belski ou de M. Ziani, bon arbitrage de M. Ziani. Mais les chiffres, Steiner les donne pour le Raja. Spectateurs environ 10 000, payants 7 832. Maintenant, dans les commentaires, pour ceux qui font encore des commentaires, il y a marqué spectateurs et recettes .nc. Non communiqué. Voilà. Mais Steiner donne les recettes pour le Raja. C'est la vieille école, Steiner. Sauf que peut-être... voilà, Steiner, c'est un petit peu comme c'est notre Jules Rimet. 34 ans de... Plus? Combien? Oui, une quarantaine d'années au service du football national, toujours dans les fidèle au même poste. Guichets, oui, même poste. Fidèle au même poste. Malheureusement débarqué. Et pourtant, il cumulait Somaka et... Non, Somaka, Raja et Wak, il a cumulé à un moment. Raja et Wak pour la recette aussi. Il faut le faire. Il trimulait. Aujourd'hui, il n'est rien qu'au Raja. Mais c'est vrai que pour ce problème des spectateurs, il y a un malaise que personne ne peut expliquer aujourd'hui. Et je crois que ce malaise va s'aggraver depuis que M. Boudrika a pris la direction du comité directeur et débarqué à Ouzel de la manière que nous savons tous, nous avons dénoncé. Là, ça va être mauvais, très mauvais pour le climat au Raja. J'espère que la famille du Raja va se réconcilier, mais alors là, il y a eu une véritable cassure et M. Boudrika a été très très mal conseillé à ce propos. Détrompez-vous, le Raja ne cherche pas un porte-parole. Hein. Non, alors là, j'ai pas d'amis. Non. Quand je dis ça, moi... Je dis comme ça. Non, on a parlé hier pourquoi les spectateurs ne viennent pas et on le sait tous. Les gens ne sont pas en sécurité quand ils vont dans un stade de foot. Les gens ne veulent plus aller au stade de foot parce que il règne presque une guerre entre les... Non, les gens ne veulent plus voir. Et si j'ai pris le cas hier de ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain, c'est ce qui se passe chez nous là actuellement. Ils ont viré tout le monde. Ouais. Et ils ont, comme je t'ai dit, ils sont passés de... Il ne faut pas qu'on arrive aussi à un stade aseptisé. Il faut commencer par le Camp Nou,
Dantanlou, le Camp Nou, c'est un stade Qu'est-ce que tu parles pas aseptisé. Qu'est-ce que tu parles pas aseptisé? Aseptisé, c'est-à-dire tu veux la moitié des gens nus en train de taper des machins et tout pour qu'il y ait de l'ambiance. Pourquoi ça te dérange? Ils ont de beaux corps qu'ils exhibent, c'est des jeunes. Non, mais tu es extraordinaire. C'est un extrême. Quoi? L'autre extrême, ce sont des stades où il n'y a pas d'ambiance, où il n'y a presque pas de chant. Sinon, quand on chante que l'hymne du Barça avant et après le match, un petit peu comme font les Américains, ils chantent leur hymne dans les grands matchs. Même le Real Madrid, quand ils rentrent, ils chantent que l'hymne du Real et c'est mais va tu n'as pas une bonne rôle, tu n'as pas de drapeau dans les tribunes. Il y a des tifos parfois qui sont magnifiques. Tu rentres dans le stade au Real ou au Barça, c'est magnifique, c'est un tableau, c'est un vrai tableau. Et tu viens voir un spectacle. Tu viens pas pour qu'ils chantent, sinon ils leur font pas de match de foot. Ils rentrent, Dortmund. Dortmund, ils sont Liverpool, ils sont disciplinés. Quand tu vas tuer Kenham pour le rugby, c'est la même chose. Ils chantent pendant tout le Smito. Il y a plus d'ambiance dans un match de rugby qu'un match de Camp Nou. Pardon? Il y a plus d'ambiance dans un match de rugby qu'au Camp Nou. Ils se sentent bien, ils sont heureux, ils sont dans un stade où il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien du tout. Mais chez nous, il n'y a pas de bagarre à l'intérieur. Ici, tu as entendu le ministère de l'Intérieur, il a envoyé à la fédération en leur disant qu'à Casablanca, plus de matchs le soir. D'ailleurs, il y a eu combien d'arrestations 85 arrestations. Il y a eu après Rajak ODM. Non, et ce qui est grave, c'est que maintenant, ça dépasse la périphérie du stade pour aller dans d'autres quartiers lointains. Et c'est règlement de compte à hockey choral entre rouge et blanc et vert et blanc. Au délai de sale gueule. C'est entre voyous. Entre voyous et le football est pris en otage. Voilà, bravo. Tous ceux qui veulent faire de la casse pendant la semaine, ils attendent le match. C'est facile de passer pour un Widadi ou pour un Rajaoui. Et tu fais. Et c'est scandaleux parce que toute cette jeunesse délinquante, mal maîtrisée, mal surveillée, mal éduquée, elle a pris en otage le football. Absolument. Et les terrains, sont remplis de 75% à 80% d'adolescents. Le comble, c'est que maintenant, tu as dit que le football était pris en otage, mais le stade a toujours été un défouloir. Défouloir et pris en otage, c'est différent. On est exhibés dans le stade. Défouloir et pris en otage, c'est différent. Je vais te donner une image digne d'un film italien. Du cinéma italien. Écoute-moi bien. Un cinéma italien. Tu vas voir. Le néo-réalisme. Il y a un tireur qui est connu devant la gare de Casaport. Et il est là depuis 20 ans. Il connaît tout le monde, les gens. Il est là depuis 20 ans. La dernière fois, je l'ai trouvé grippé, malade, fiévreux. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Et il m'a dit, j'ai pris froid dans le bus. Les carreaux étaient cassés du bus parce que les spectateurs du football l'ont cassé. Et il a dit, et j'ai dit à mon fils, regarde ce que tu m'as fait. Parce que mon fils, il va au stade. Il était idiot. Il est gentil, il travaille bien. Mais quand il va au stade, quand ses copains, vous cassez les bus, les cahiers de bois. Ceux qui vont aller, c'est vrai, le lendemain matin, sont moyens de transport. À méditer. Abdou, à méditer. Et ceux qui vont défruire la chihaja, ils voient leur carriole renversée par la horde qui arrive. Sur le centre-ville de Casablanca, on casse les vitrines au Kolchi. Non seulement on casse les vitrines, les mitoyens du complexe Mohamed V sont en train de souffrir. Depuis mais des années. Il y a plus grave que ça. Les vols de portables, les agressions, il suffit que là, une horde de 40-50 éléments incontrôlés se retrouve face à une personne isolée pour que ce soit le rush. Tu as donné un chiffre. 85 arrestations. Tu dis que c'est 85. Quand tu arrêtes 85, ça veut dire qu'il y en a 400. Parce qu'il court, il fuit. Attends. Ça veut dire que... Ces 85 arrestations, qu'est-ce qu'on en a fait après? Oui, beaucoup ont été relâchés, surtout les gamins. On a demandé le problème des mineurs, des parents, seulement ceux qui sont arrêtés. On relâche le gamin. Le gamin, il est scolaire, il est à l'école, le gamin. C'est pire que ça, parce que ceux qui vont en tôle, parce que maintenant ils sont jugés et emprisonnés. Bien sûr. Ils font de la prison très lourde pour de cas celui qui sort de la prison, il sort comme caïd dans le quartier. Ah oui. Il est devenu un homme. Il a fait de la prison. Ah oui. C'est sa légende d'honneur, c'est sa décoration. Non, mais arrêtons, parce que là... Aziz Daouda, il a des exemples de ça. Il faut vraiment pas sortir cette problématique du contexte général. Traiter cette problématique de manière sectorielle, c'est-à-dire en disant c'est le football, c'est ceci, là, est archi faux. C'est un problème sociétal grave auquel on doit s'attaquer de front, qui vient d'où? Il vient essentiellement de l'oisiveté des enfants.
aujourd'hui, dans les rues marocaines, 53% des enfants de plus de 14 ans ne vont plus à l'école. Et comme... Ils n'apprennent pas les petits métiers dont tu parles. Bien sûr. Comme il y a des associations qui n'ont rien compris à la vie, et ça, il y a 2 ou 3 jours, j'ai vu une émission à la télévision soi-disant consacrée aux jeunes, où il y avait une présentatrice et des invités qui n'ont rien compris à la chose, qui étaient en train de parler de travail des enfants et faire l'amalgame entre le compagnonnage et l'apprentissage des métiers et le travail des enfants. C'est criminel ce que nous sommes en train de faire. Nous livrons une partie de notre jeunesse à la rue. Et dans la rue, qu'est-ce qu'ils vont apprendre, Nino? Ils sont pris en charge par qui? Par des délinquants, par les caïds, par les patrons des quartiers, et qui les initient à la criminalité, qui les initient au terrorisme, parce que c'est une façon de terroriser. C'est des gamins qui terrorisent des citoyens. Lyon, une jeune fille, dans un quartier qui travaille, qui revient avec son petit sac, sa hantise, c'est quand elle descend du bus près de chez elle, pour arriver chez elle, Lino, pour faire 100 ou 200 mètres, à partir du bus pour rentrer chez elle. Ouf, bisalam, c'est une performance. Sinon, elle se fait attaquer. Elles se font attaquer à la fin du mois. Les petites ouvrières, les petites mains dans l'industrie du textile, etc., qui se font attaquer à 150 mètres de leurs usines, font légion. Il faut véritablement traiter toute cette problématique dans sa globalité. Et ceux qui se cachent... Alors, dans ce cas-là, ça nous dépasse à nous. Mais bien sûr que ça nous dépasse. Nous, on peut dénoncer, mais voilà. On peut dénoncer maintenant pas de sportif, ça nous dépasse là. Mais comme disait Najib Salmi, le football sert d'habitacle. Mais le football ne provoque pas ça. C'est pas le football qui provoque ça. Mais ils darbouchent pour le résultat sportif. Non, ils viennent parce que c'est une occasion pour eux de s'organiser et d'être dans l'impunité. Mais il faut dissocier. Et d'avoir pour eux la loi du nombre. Moi, j'ai vécu ce dont parle Amine, je l'ai vécu ici en bas de la radio. Un week-end, il y a l'année dernière. Et moi, je l'ai vécu avec Amine Rahmouni, à la sortie d'un derby. On a eu la peur de notre vie. C'était une espèce d'intifada, c'est-à-dire qu'on s'est blotti dans une encoignure d'un immeuble, sous un porche d'un immeuble, et ça fusait de tous les côtés, mais des parpaings, pas des petits cailloux. Moi et mon épouse Lino, c'est la personne de sécurité de l'hôtel juste à côté ici. Parce que moi je n'avais pas vu, j'ai entendu le bruit, mais pour moi c'était loin. Et c'est le gardien qui m'a prévenu, troll. Au tribunal de l'hôtel, on a attendu leur passage. Parce que sinon, là, elle me. Oui, ceci dit, il ne faut pas confondre avec le supporterisme dans un stade. Je suis d'accord, il y a des dérapages, mais il faut investiguer, comme diraient les anglo-saxons. Là, il n'y a pas d'investigation. Il faudrait que les dirigeants du football et la fédération en tête se débarrassent de cette problématique. Oui, mais... parce que là, tout se justifie par le football. Or, le football n'en est pas la cause. Le football ne sert que d'occasion et d'habitacle. Le stade est un habitacle pour ça. Le monde du football n'est pas responsable de ça. Parce que c'est facile, tu achètes une réplique à 20 dirhams et tu viens au nom de je ne sais quel club, mais en fait, ton objectif, tu ne regardes même pas le match. Abdou, c'est pour ça que il n'y a pas une solution miracle, mais il faudrait parler en amont de ce hooliganisme. Comme disait c'est Aziz Douda, mais c'est la société qui est en cause. C'est l'éducation. Nous, quand on était jeunes, dans des quartiers populaires, on respectait nos propres parents et on respectait, on baisait la main des pères, des aînés. Et on allait au stade de foot. Alors, c'est pour ça je préférais, Lino, vous n'étiez pas d'accord avec le stade Le Nou-Camp aseptisé. Moi, j'adore parce que quand je vois les images des spectateurs et spectatrices à Madrid ou à Barcelone, j'ai l'impression que les familles partent tout ensemble pour une pièce de théâtre ou pour un spectacle. Les gens sont éduqués parce que Barcelone, c'est pas seulement les 11 joueurs qu'on voit jouer, c'est en dehors du stade. C'est Amara parlé du livre de Zlatan, sa période barcelonaise. C'est une école. Messi et les autres sont propres en eux parce que c'est l'école barcelonaise forme les gens comme ça. On leur interdit cette mégalomanie des superstars de football d'arriver avec des Ferrari, des Porsche, pour ne pas choquer le spectateur moyen. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on préfère? Un stade aseptisé ou
quand vous avez failli être... Non. Je veux dire, il y a un auditeur qui m'envoie un Younes de Casa qui dit: j'ai assisté au derby Fenerbahçe Galatasaray. Je vous assure que l'ambiance était top avec une organisation extra. Donc là, ça chauffe aussi dans les à Istanbul, ça chauffe. Les sont chauds en Turquie. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas le sociétal justement à Istanbul, dont parlait Aziz? Et comment le sociétal est géré? Voilà, mais la problématique de fond, elle est là. Soit on élargit le sport au sociétal, et alors dans ce cas-là, ça devient une problématique très très complexe, soit on en revient au stade pour voir ce qui se passe, parce qu'il est facile de coller des étiquettes. Facile aussi de coller des étiquettes. Il y a des supporters qui sont innocents, qui sont de vrais supporters, et c'est la majorité. Et puis il y a les casseurs qui n'ont rien à voir. Mais là, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Mais pour revenir à Galatasaray avec Fenerbahçe, plusieurs fois ça a été très très chaud. Ils ont eu énormément de problèmes. Il y a eu de la casse dehors et tout. Parfois un derby ou un match comme ça se passe bien. Mais souvent, en Turquie aussi, Lino. Je me suis mal expliqué. Quand vous allez voir un match, par exemple, je ne sais pas, à Old Trafford, vous allez voir un match à la Bombonera. Hein? Bon, tu as un certain spectacle. Oui, à la Bombonera, il y a du spectacle. Ouais. Parce qu'ils ont gardé leur façon de faire. À la Bombonera, que ce soit River Plate ou que ce soit le Boca Junior, chacun a son rituel. Je ne sais pas si tu as vu un documentaire qu'a fait Eric Cantona sur eux. Ils ramassent tous les journaux, ils les mettent sur les tribunes, et quand ils arrivent, ils donnent un journal à chacun, et le journal, c'est pas pour le lire, c'est pour le déchirer et le jeter quand ils rentrent. Et ils ont tout un rituel à faire. Et ils se mettent dans des coins spécifiques, mais Lino, il n'y a pas assez de guerre. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Pourquoi c'est la guerre dans le virage de la Curva Sud de la Estroma? C'est la guerre. Lino, en Italie, c'est pas la guerre. Lino, en Italie, ils ont jeté des motos de 3e étage. Ils ont jeté. Comment ils ont fait pour faire entrer une moto? Ils ont jeté, mais maintenant ça fait 20 ans, ça fait 15 ans. On avait commenté ce match d'ailleurs. Bon, c'est terminé. Donc tu reviens à ce qu'on est en train de dire. Mais à un moment donné, la fédération aussi, elle a serré la vis. Ouais, ben il faut faire de concert avec qui? Avec le ministère de l'Intérieur. Oui, en Angleterre, c'était pas. Tu te rappelles, avec tous les préfets qui sont impliqués aussi. Maintenant, un préfet de police en Italie, il peut dire attention, telle équipe, par exemple, tel supporter ne peut pas suivre leur équipe à tel endroit. Et c'est le préfet qui prend la décision. Voilà. Et les supporters du Paris Saint-Germain dont je te parlais, et ils sont en colère parce qu'ils ont une centaine ou 200 ou je sais pas quoi. Qui viennent pointer tous les jours du match au commissariat. Celui qui fait les études, celui qui fait des études, c'était un exemple, un modèle à suivre pour le quartier. Maintenant, c'est celui qui casse les vitres, c'est celui qui agresse les jeunes filles, et c'est celui qui a fait de la tôle. À partir de là, c'est ça les gens d'honneur. Les valeurs ont changé. Bon, Absamad, on peut continuer encore combien de temps? Only 1 minute. 1 minute pour Aziz Daouda. Moi, je pense que le monde du football, les dirigeants du football devraient se réunir en conclave entre eux et voir d'abord quelles sont les solutions qu'eux peuvent proposer en ce qui les concerne. Parce que la première victime de cet état d'esprit, c'est le football lui-même. Donc c'est le spectateur qui est prêt à payer son billet mais qui n'y va pas parce qu'il a peur, il est terrorisé, il a peur. C'est toute la jeune féminine qui n'est représentée que, pour faire plaisir à mon ami Abdo, qui ne présente que sporadiquement et à quelques occasions parce qu'il est quand même assez dangereux pour une jeune fille d'aller sur un stade de football marocain. Ça, il faut le dire, c'est une vérité, c'est même une lapalissade. Mais et à partir de là, d'abord éliminer tous les aspects qui sont interdits par la réglementation. Mais quand tu vois des fumigènes, les tribunes, ou la caméra ou le commentateur qui te dit l'ihtifalia, c'est invraisemblable. C'est interdit. Oui, quand tu vois des enfants. C'est interdit. Quand tu vois des enfants torse nus, dans un état de marche avancé. Ça fait bien qu'en Russie ils le font aussi. Mais là-bas pour d'autres raisons. Mais ce sont des exemples conseil pour les achats et dans la foulée le flash info. Voilà, bon, alors les cinéphiles auront reconnu la bande sonore du film 8,5 de Fellini. C'est une musique de Nino Rota qui est interprétée par l'orchestre philharmonique de la Scala dirigé par Riccardo Muti, comme quoi le cinéma aussi peut mener à tout. Hein. Maestro Fellini, s'il te plaît. Alors pourquoi? Parce que maintenant on va commencer à parler cinéma avec Abdou Achouba. C'est une belle introduction. Imaginez quand j'étais étudiant, dans une salle
à Saint-Germain, je crois. Et la première fois que je vais voir 8,5. Et à l'époque, même si là-bas la salle était pleine, on permettait encore aux gens d'entrer. Et de rester debout. Alors, j'ai vu le film couché. J'étais à côté, les pieds qui touchaient presque l'écran. Et j'ai regardé... allongé. C'est extraordinaire. Des années après, à Rome, mon bureau se trouvait à Piazza del Popolo, se trouvait en face de la rue où habitait le maître Fellini. Et on me disait qu'il sortait pour prendre le bus ou le métro. Et j'ai mis du temps, je venais pour jusqu'au jour où je l'ai vu sortir. Des années après, je vais être un des participants à une coproduction franco-italienne d'un film de Fellini, Intervista. C'est un de ces derniers contre la barbarie de la télévision. Ouais. En entendant Abdou parler de ses places de Rome et tout, en 87, en plein championnat du monde d'athlétisme, où il y avait Kamel Lehlou et où Abdou nous avait permis de rencontrer un certain Luca De Montezemolo et tout. Mais et notre anecdote beaucoup moins connue, c'est que Mansour El-Harizi était au championnat du monde d'athlétisme. Il était l'invité de la fédération d'athlétisme et de Kamel Lehlou. Et un jour, on a fait une promenade à Rome. J'ai présenté Abdou à Mansour El-Harizi et on a fait un tour. Et on est parti dans des endroits mythiques de Rome, dans un café à 11h. Et il a dit, je vais t'emmener dans un café qui est tout en marbre. Un bar, mais tout en marbre. Et en rentrant, c'était à la place où était Fontaine, la place, je sais pas, une magnifique place, tout en marbre. Et on voit Mansour El-Harizi enlever ses chaussures. Et elle lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, j'enlève parce que ce marbre-là, au Maroc, on l'a rien qu'au mausolée. Tu sais, Abdou Chouba, alors là, pour le présenter aux jeunes, n'est-ce pas? Alors justement, fais le top parce que vous... Tu sais, Abdou Chouba, nous on s'est connus très vous avez un parcours commun à Paris, vous. Hein? Avant Paris, ça a été Meknas, ça a été l'un des grands festivals à l'époque où Nourdine Seyl était encore, mais alors pétillant de jeunesse, et franchement, on formait des intellectuels. Et qu'est-ce qu'on a eu à cette époque-là? On a eu Jean-Claude Michel Cluny, grand monsieur du cinéma. On a eu les cahiers du cinéma à l'époque, avec les tops, tous ceux qui faisaient le cinéma, qui étaient les maîtres. Et il y avait Abdou Chouba qui nous proposait à l'époque l'abonnement à une revue qui s'appelait Cinéma Arabe. Et Abdou Chouba, par la suite, on s'est rencontrés à Paris-Sancier, où il enseignait, à la Sorbonne Nouvelle. Et il y avait Mohamed Arkoun aussi, qui de l'autre côté... Alors attends, tu peux pas passer comme ça, défiler le film rapidement. Oui. Tu dis, il enseignait à la Sorbonne. Il enseignait à la Sorbonne à 22 ans, c'était un des plus jeunes enseignants à la Sorbonne. C'est pas son rôle d'abord, c'est toi qui commandes, parce que lui, il a pris Attends, tu me rappelles... Non, mais je le laisse, parce qu'il a un parcours commun à Paris, dans le monde universitaire. Avec le Nicolas. Voilà. Non, mais tu sais, je veux raconter Aziz Saïd Siddiqui était à Paris. Le frère. Enseignant de Sciences Po, tu dois dire. Le poète, tu sais ce qu'il a fait? Monsieur. Oui, attends, je vais y arriver, ne t'en fais pas. Mais ça, c'est en hommage à Azizi, et tu apprécieras. Azizi est allé à Paris. À un moment, il dit à un photographe, tu viens s'il te plaît. Allah يخليك في l'appareil photo, j'ai l'appareil photo. قال لي غتصورني. Alors je dis à Azizi, دخل لا سوربون وخرج هو يصوروا قال لي ودابا يقول له ما خرجتش من لا سوربون il est pas mal خرج من لا سوربون mais c'est ça, tu vois, c'est une génération d'intellectuels, d'artistes. C'était un Maroc en ébullition à l'époque, extraordinaire. Mais aujourd'hui, je me rends compte que on parlait du sport, de cette jeunesse un peu, je dirais pas perdue, mais nous, Blade le rappelle. Le ciné-club, mais c'était le ciné-club, c'était l'université, c'était l'école. Les débats entre Nourdine Seyl et Hassan, qui est devenu un leader maintenant politique
Hassan Bladi. Bladi. Oui, le philosophe. Bien sûr. Nous, on était... Ton prof de philosophie. Ton prof, à toi. En dehors des cours, il y avait aussi un apprentissage hors école. Mais c'était ça qui manque, je crois, aujourd'hui. La rencontre, si Blaïd parlait des cahiers du cinéma, Nordin Saïl, j'ai fait venir pour un séminaire cinématographique à Tanger, et organisé par la fédération présidée par Nordin Saïl, les cahiers du cinéma. D'ailleurs, on oublie que le festival de Tanger, c'est le plus ancien. Hein. Le plus ancien, bien sûr. Festival de Tanger. Ceux qui étaient mes professeurs, le directeur des cahiers, Serge Dané, Nordin Saïl, Jean Eustache, et faire rencontrer Jean Eustache avec les cahiers pour un séminaire Eustache-Renoir. C'est extraordinaire. Pour être un petit peu plus décontracté, je raconte l'anecdote de mon ami Najib Salmi à Rome, parce que bon, il est venu souvent. Et une fois, je venais de finir un film avec Marco Ferreri, qu'on avait tourné entièrement à l'Aïoun. C'est un film sur l'aide alimentaire. La grande bouffe pour les non cinéphiles. La Palme d'Or. Et donc Ferreri, d'où notre ami l'actuel président de Naples, De Laurentiis, me disait, Abdou, c'est la fin de ta carrière, parce que tu vas faire un film avec un tueur. Marco Ferreri est devenu par la suite, après le film, un ami et presque un protecteur. Et donc on a terminé le film, il était en train de monter à Rome, à Cinecittà, et il y avait Saïd, Najib Salmi, Badri, et je les ai invités. Je leur ai dit, bon, c'est une occasion de venir découvrir Cinecittà. Et je les attendais devant l'entrée pour les faire entrer à Cinecittà, et je vois arriver mon ami Najib Salmi en short et une glace. C'était l'été. À Rome, on prend des gelati. Vous ne pouvez pas rater. Il y avait un cornet de glace magnifique. Tu rentres pas. Cinecittà, tu rentres pas en short. Et je leur disais, on va voir le Studio 5, le mythique Studio 5 de Fellini. Saïd, par peur pour sa glace, il me disait non, on va voir Marco Ferreri. Et je l'ai présenté, j'étais tout rouge. Je l'ai présenté comme ça à Marco Ferreri. Et Saïd lui a offert un bout de glace. Il a mangé. Mais ce que Abdou oublie de dire, c'est que Marco Ferreri, pendant le tournage, Abdou, qui était associé à Tamir Hijaz, qui se trouve être mon frère, m'avait invité à venir faire une interview de Marco Ferreri, en me disant, attention, il est nerveux, il faut savoir comment le... Et l'interview s'est très bien passée. C'était un homme de cœur, et on a fait une interview cinéma, d'ailleurs qui est sortie pendant trois journées de suite, sur 3 jours dans le journal L'Opinion. C'était en 85. Ça prend beaucoup sur la vie de journaliste aujourd'hui. 85-86. C'est pourquoi? Parce que pendant que eux, entre guillemets, passez-moi l'expression, se tapaient des glaces en short, moi je travaillais. Il était au stade olympique de Rome. C'est extraordinaire. Moi, je pensais qu'ils étaient aussi en train de travailler comme moi. Tu en apprends des choses. J'en apprends des choses. Ou l'ardé, c'est que tu vas aller d'Akshi Libre. Il racontait n'importe quoi. Avec des résultats. C'est ça qui est extraordinaire. On parlait tout à l'heure de l'élection. Mais avec des résultats. Je me rappelle, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mélange musique, sport, culture et... L'auditeur a besoin de ça aussi. Et Donkey Foot. Il y a un livre qui s'appelle Donkey Foot qui vient de sortir, épuisé. Il a mélangé Don Quichotte avec foot. Et ça donne Donkey Foot. On est dans ça et c'est bien, c'est tant mieux. Et à l'époque, mais il y avait des résultats. Nous, on était très fiers et très orgueilleux d'être marocains avec les Aouita, toutes les Nezhal, Nawal Moutaoukil, et Saïd m'avait envoyé, Saïd Aouita avait
avait battu le record, je ne sais pas lequel. Il m'avait encouragé, il m'a dit, mais non, tu vas faire une interview de Saïd Aoueta. Et je lui ai dit, mais je ne sais pas. Il m'a dit, tu le feras. À Rome. 85. Et j'ai fait une page avec Saïd Aoueta. Bien sûr, on n'a pas parlé que de sport, ni de la médaille et du record. On n'a pas parlé aussi culture et cinéma. Il était prévu que tu fasses un film sur lui, je crois, non? Mais ça, c'est notre histoire. Ça c'est Abdou, C'est notre histoire. Abdou, qu'est-ce qui est resté d'abord d'Abdou Achouba du Cinématon, numéro 51, Berlin, 16 février 1979, Gérard Courant. Ah oui. Mais ça, c'est dans... Est-ce que tu n'as pas de regret quand tu regardes la vidéo? Non, parce que ce monsieur-là, en 79, il avait la gueule d'acteur, hein. C'est-à-dire, je sais pas, tu aurais très bien pu... Il l'a toujours d'ailleurs. Oui, bien sûr. Non mais je veux dire, surtout en 79... Il aurait pu faire carrière comme jeune premier. Comment tu n'as jamais pu faire carrière justement comme jeune premier comédien, ou comme comédien? C'est très, très, très... Parce qu'il est passé de l'autre côté, c'est tout. Hein. Oui, c'est... Très tôt. C'est un acteur ou une comédienne, ta propre vie ne t'appartient plus. Lorsqu'on voit la prouesse de l'acteur anglais qui vient d'incarner Abraham Lincoln, Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, je plains et j'admire sa femme parce qu'un acteur, un monstre comme ça, il a vécu avec le personnage pendant plus d'une année avant d'aller au premier jour de tournage. Ça, il n'y a pas d'homme parfait, mais je cherchais la rigueur et une forme de perfection dans ce que je fais. Et je ne pourrais pas, par opportunisme, parce que je vais faire le bellâtre, oui. Pour plaire à ces dames, à ces messieurs. Non, il faut que je sois convaincu de ce que je veux faire. Alors, ce que tu as fait récemment, c'est justement ce film, Le Premier Homme, hein, avec un réalisateur. Tu as coproduit, hein. Je suis producteur associé, oui. Producteur associé, donc le Premier Homme, il est tiré d'un dernier roman inachevé d'Albert Camus, hein, qui avait disparu tragiquement dans un accident d'automobile en 60. Il y avait le manuscrit. Et le manuscrit était dans la voiture. Voilà. Alors c'est vrai ça ou c'est une légende? C'est vrai que le manuscrit était dans la voiture? Le manuscrit était... il était d'ailleurs avec le fils de son éditeur, oui, voilà. Monsieur Gallimard. Oui. Il avait le manuscrit. Sur une route plate, hein. Sur une route plate. Et on ne comprenait rien à cet accident parce que c'est un accident surréaliste dans la directe ligne de la philosophie de Camus. Parce qu'il n'y avait rien, une ligne droite et un accident comme ça, absurde, vraiment, qui intervient. Mais lorsqu'on a Camus à côté, on maîtrise plus. On maîtrise plus. Et en plus, on est éditeur. Ouais. Donc, il parlait de la mort. De la mort. De la loyauté, ce qui touchait un terme qui touchait beaucoup Camus. D'abord le film, c'est parce le pitch justement. C'est la fille de Camus, Catherine Camus, qui a permis à Gianni Amelio, un des grands cinéastes italiens aujourd'hui. La fille qui est avocate. Oui. Qui a permis, parce qu'il a senti, il a vu ses films, il a senti sa sensibilité et ce qu'il voulait faire. Enfin, Gianni Amelio, c'est celui qui a gagné Mon Frère à Cannes. Ouais. Hein, qui a gagné la Palme. La Palme à Cannes en 98 et Les Enfants volés aussi en 92. À Venise. Le Lion d'Or. Le Lion d'Or. Et pourquoi? Parce que c'est un film qui parle tout simplement des gens à qui on ne donne pas la parole. Camus, c'est l'histoire, c'est autobiographique. Moi, ce qui m'a plu d'abord, c'est cet humanisme chez Camus et sa souffrance par rapport à l'intelligentsia
de Saint-Germain de l'époque. Ouais. Je parle de Sartre. Absolument. Et deuxième chose, c'est que le cinéaste a décidé de tourner le film en Algérie. Et pour moi, c'était un défi. C'est un défi. Même un producteur marocain qui tourne un film en Algérie. Tourner un film en Algérie. J'imaginais toutes les difficultés du monde. J'imaginais même quand j'ai commencé tout jeune au Maroc, il y a 30 ans, c'était pire que... nous, au Maroc, on ne connaissait pas ça. Mais l'important, j'avais dit au réalisateur, je t'avais proposé de tourner un film au Maroc. Alger, c'est Tanger. La Chaouia, oui. C'est... oui. Il tenait absolument à tourner... revenir sur les traces de Camus, finalement. Il est natif d'Alger. Et surtout, dans le film, il y a l'enfance. Il y a une scène merveilleuse, je l'ai racontée ce matin dans le train en venant ici. Camus, enfant, il était pauvre, comme tous les enfants des quartiers populaires. Il était footballeur. Sa grand-mère lui offre des chaussures. Ouais. Mais il était passionné de football pour faire un match avec le gardien de but. Il enlève ses chaussures par peur de recevoir une belle correction, voilà l'éducation. Ouais. Et il a joué, ses pieds ensanglantés, mais il a joué sa partie de football, s'est lavé les pieds et il est rentré avec ses chaussures cachées. Et il a dit pendant son discours pour le prix Nobel, tout ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois. Football, alors, théâtre, il a dit une autre phrase très belle. Il a dit une autre phrase, et là on rentre dans l'explication politique. Camus était algérien, il se sentait algérien. Se revendiquait d'Algérie jusqu'au bout. Ouais. Sa mère n'a jamais voulu quitter... Oui, alors c'est vrai justement, ça, elle n'a jamais voulu quitter l'Algérie. Après 1950... Mais sa mère qui était analphabète, qui était illettrée. C'est-à-dire donc elle est décédée en Algérie, elle est morte en Algérie. Après 57, en 1957, Camus, Nobel de la littérature, il revenait à Alger pour voir sa maman et l'invitait seulement à venir voir. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu la France. Elle lui a dit une phrase, il a insisté, elle lui a dit une phrase extraordinaire, qui aujourd'hui a une connotation extraordinaire. Elle a dit, mais pourquoi tu insistes pour que je revienne avec toi en France? Elle lui a dit, maman, ça fait longtemps que... c'est celui-là. Non, elle lui a dit, mais je n'ai pas mes Arabes. Je n'ai pas mes Arabes. Elle vivait avec les gens simples. Et Camus, à un certain moment, il fallait prendre position. Donc lui, il était pour le FLN. Donc il soutenait la révolution algérienne. Mais il s'est adressé à eux dans une émission de radio. C'est une déclaration officielle. Je vous soutiendrai. Je suis pour la cause algérienne. Mais si vous touchez à ma mère, je vous combattrai. Oui, entre le terrorisme et ma mère, je choisirais volontiers ma mère. Il l'a dit aussi. Et sa mère, tu vois, une fois il a été invité après le prix Nobel par le président de la République. Il dit à sa maman, maman, tu viens avec moi. Alors, il n'écoute pas, il était sourd. Il dit, quoi? Il dit, tu viens pas avec moi, je suis invité par le président de la République. Et la maman, il dit, mais mon fils, nous ne sommes pas faits pour ces gens-là. Alors, conseil pour les achats et on continue notre voyage à travers le temps. Alors, je ne sais pas si c'est à moi de le dire, mais ce numéro de Mars Attack, le 809 du nom, est exceptionnel avec un invité d'exception, Abdou Achouba. Et puis, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Hein. Je suis vraiment très heureux. C'est du bonheur pour nous que de t'avoir avec nous. C'est un immense plaisir et joie et de retrouver des amis, des compagnons de vie. Najib Salmi, qui est plus qu'un ami. C'est Aziz Daouda, c'est Blaïd. J'aimerais, vous savez, Lino, je me pose la question
On n'est pas sur un plateau de télé ou sur un plateau de radio français. Hein. Là, il se vous voit. Nous, on se tutoie dans la vie. Alors pourquoi tu me vois? Je respecte mes amis. C'est une forme aussi de le vous, c'est le su. En Italie, ça n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas. Mais un jeune lycéen de 17 ans, Saïd peut témoigner, de 17 ans, j'ai commencé à écrire. J'étais même pas en terminale, l'avant-terminale. Et l'Opinion, le journal L'Opinion, m'a offert la liberté d'écrire. Ils m'ont dit d'écrire sur ce que tu veux. J'ai commencé à écrire sur la peinture. Et j'étais coconné par Najib Salmi, Filali, Khalid Jamai, des ténors de la presse. Et j'ai commencé à écrire sur le cinéma. Est-ce que aujourd'hui, un jeune a cette possibilité, cette chance, cette opportunité de pouvoir. Ouais. Alors, avant de passer à l'Italie, à la vie politique en Italie, c'est ça qui est très important pour les auditeurs marocains de savoir. Il y a beaucoup de Marocains quand même qui vivent en Italie. Hein. C'est une des premières communautés. La deuxième après la roumaine. La roumaine. Non, deuxième là-bas, mais c'est aussi la deuxième communauté marocaine à l'extérieur du Maroc. Non, je parle en Italie. Oui, en Italie, c'est la deuxième après la Roumanie. Après la Roumanie. Mais et comme communauté, c'est la deuxième. C'est la deuxième après la France. Ouais. Je sais pas, elle a dépassé la Belgique, Hollande, tout ça. Alors, ce que je voulais dire, tu as une autre passion, c'est la photo aussi. Alors, on va parler rapidement de cet ouvrage, Maroc. Oui. Qui s'est fait avec un grand photographe américain. Oui, tu m'as posé. Non, après, on va parler tu m'as posé de la combinaison. Le tsunami, électoral. Oui. Oui, je suis passionné par la photo. Et j'ai eu la chance, c'est une volonté manifeste de rencontrer un des 3 plus grands photographes au monde vivant. Donc, je l'ai rencontré à New York. Albert Watson, pour le nommer, et qui était aussi, il est américain d'origine écossaise, passionné du Maroc. Tous les Anglais, les Écossais sont passionnés à la folie du désert, des dunes. Et ça m'a permis, et je peux le dire sans censure, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'était à Sa Majesté, encore prince héritier, juste quelques mois avant le décès du défunt Sa Majesté Hassan II, qui presque ne croyait pas que je connaissais Albert Watson. Donc je lui confirme que je le connaissais. Et 2 semaines après, il était au Maroc. Et il l'a reçu. Et j'ai découvert que Sa Majesté connaissait plus Albert Watson que moi. Connaissait plus la photo, passionné de la photo en noir et blanc, que moi, mon métier. D'où est né ce livre merveilleux, Maroc, d'Albert Watson, en noir et blanc, sur les petites gens. C'est un photographe de portrait. Et le livre, vous le trouverez dans Google. Maintenant, c'est un classique presque. Il coûte dans les $600 l'œuvre. Albert Watson a gagné un Pulitzer. Mais j'ai découvert aussi le travail de la photo. Et ça, c'est la maestria italienne. Donc, on faisait un travail entre New York et Milan. Et le tirage d'une photo en noir et blanc demande une dizaine de tirages de travail sur la qualité, le chrome, les grains. Et ça, les Italiens sont les plus doués. Encore. Parce que la photo de Watson en noir et blanc, c'est un chef-d'œuvre. Et il faut la reproduire. Et justement, il faut l'imprimer, il faut la reproduire en livre. Absolument. Et c'est en Italie qu'il a trouvé cette. Et quel bonheur aussi de revoir un film en noir et blanc. 8,5 par exemple tout à l'heure quand tu vois un film à l'époque, la photo était extraordinaire, la photographie, parce que
La photo, le type de maquillage qu'ils utilisaient pour avoir justement ce rendu des ombres, etc. Ouais. Albert Watson, comme il a une formation de cinématographique, c'est un réalisateur de documentaires. Il fait tous ses documentaires ou ses publicités, parce qu'on lui demande de faire de la publicité, en noir et blanc. Il exige de filmer en noir et blanc. J'avais des films que je ne voulais pas garder pour moi. Bon, j'ai enseigné, certes, mais la jeunesse marocaine. Donc j'ai un film comme Othello d'Orson Welles. La fille d'Orson Welles me l'a offert après avoir organisé l'événement, le retour d'Orson Welles à Essaouira. Oui. Ça fait une vingtaine d'années. J'avais le film en noir et blanc, un film en 35. Mais qu'est-ce que je vais faire avec pas égoïste? Je l'ai offert à la Cinémathèque nationale. Je crois qu'ils n'ont jamais fait de projection de ce film. J'avais des films qui m'appartenaient de Yılmaz Güney, le Turc, en noir et blanc. Je l'ai offert à la Fédération des ciné-clubs du Maroc. J'avais une amitié profonde avec un réalisateur égyptien. Pas Shahin, c'était mon ami, mais la personne avec qui je me sentais, c'est Shadi Abdeslam, l'auteur de La Momie. Un des plus beaux films de l'histoire du cinéma. Un chef-d'œuvre. Il m'a offert le film en 35. Vous imaginez, Lino, les boîtes de 35. Pourquoi je vais le garder? Moi, je veux que les autres, les jeunes, découvrent des pensées comme ça. Je l'ai offert à la fédération. Et il a fait le Passer aussi. Très beau film. Que Abdou, il a une vie qui est liée à certains événements. Je rappellerai seulement que grâce à Sidi Abdelhafid Al-Qadiri Al-Shafi, Abdou a été aux Jeux Olympiques de 72 avec l'équipe de l'opinion, aux Jeux Olympiques de 72. Et puis là, je remarque que depuis qu'il... pas encore mon bac. Je remarque que depuis qu'il a quitté l'Italie, il y a eu les élections qui ont avorté, la démission du pape. Alors, soit tu retournes en Italie. Alors, Najib, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je dis rien parce que je suis partie prenante. Je dirais à Abdou de Rabat qui dit Radio Mars, devenue une radio publicitaire pour l'Italie et la culture italienne. Arrêtez ce scandale. Ouais, c'est trop. C'est ce qu'il veut. Je comprends pas. Non, mais c'est bien de faire de la publicité pour l'Italie. Encore, c'est un problème. Franchement, on répond pas. On laisse passer. Non, bien sûr, non. Il faut pas dramatiser. Ni ne pas répondre. Non, on est en démocratie. On apprend la démocratie. Voilà. Il a raison. Je vais répondre à une émission lorsque vous avez parlé de l'élection. Je vais répondre à mon ami Aziz Daouda qui a été choqué par les électeurs et Grillini, le mouvement de 5 étoiles. Je vais répondre après. Mais ce jeune homme on ne fait pas l'apologie ni de l'Italie. L'Italie me rappelle l'Italie après-guerre. Il y avait de la misère. Il faut simplement voir les films de Roberto Rossellini pour voleur de bicyclette, était plus proche de nous. Je dirais que la société italienne, la pensée italienne, la cuisine italienne, la culture italienne, l'idéal italien est plus proche du marocain, que j'ai le regret de le dire, que du français. Oui, c'est clair. Notamment dans le sud. Et les Marocains sont très sensibles. Vous savez, quand on a fait un travail fabuleux avec un ex-ambassadeur italien à Rabat, et c'était la première fois que la RAI commençait à être vue au Maroc. 87. À démythifier. C'est l'ambassadeur, c'est M. Panocchia, qui est toujours vivant. À démythifier dans l'imaginaire du Marocain, tout. On est plus proche. Et donc, parce que aussi une certaine misère, une certaine violence, une certaine de l'Italie d'après-guerre, mais plus que ça, le magazine Zaman a publié, je crois, la semaine dernière, le rapport, le lien entre le Maroc et l'Italie. Mais ça remonte à plus de 3000 ans. Si ce jeune homme
manque de vision, on va pas dire d'éléments, mais le roi du Maroc, ça s'appelait la Mauritanie, fils d'une fille d'Antoine et de Cléopâtre, cousin de l'empereur Caligula, cousin de l'empereur Caligula, était un Maroco-italien. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Ouais. Donc le lien est séculaire. Il faudrait aussi rappeler que Khalibdia a été construit avec du marbre italien. Et que la culture de canne à matériel. Et que la culture de canne à sucre, l'échange commercial. Les républiques italiennes servaient d'intermédiaire pour le commerce. La couleur pourpre des Césars dans leur toge, une couleur spéciale, était faite par Aïsawira. Par le pourpre avec le coquillage pourpre d'Aïsawira. Najib, toi qui a causé, pardon, là je rajoute à l'époque de Jules César, hein, à l'époque de la vie à ce roi du Maroc, parce que cette couleur pourpre d'Essaouira, Mogador, s'appelait, donc même du temps des Phéniciens ou des Romains, c'était seulement, elle servait pour la toge du burnous de César. Or voilà que le cousin de l'empereur romain arrivait comme ça, invité par l'empereur, mais il a eu le malheur de porter sa tunique avec cette pourpre. À la sortie de la cérémonie, il a été assassiné. Moi je voulais, pour un franc, moi je voulais, pour me remémorer, je ne sais pas si c'est pain au chocolat, où il y avait quelqu'un qui vendait dans le train. C'est pain au chocolat. Oui, pain au chocolat. Moi je me rappelle très bien quand je faisais Fez Meknes souvent, parce que j'allais, et quand Dima Moul Boukraj, j'étais bien le khobz et ça m'avait fait penser à ça, parce que c'est la même culture. Lui aussi il passait pour leur donner à manger, pour ouvrir les wagons, et tout. Et moi je me rappelle que c'était ça aussi. Mais sur le plan de l'échange civilisationnel du temps de Qarawin, Hassan Ouazzane, quand même, le grand Léon l'Africain, c'est pas rien du tout. Il y a eu des échanges extraordinaires où le Maroc était impliqué exportateur de culture et de grandes civilisations. Et l'Italie était là en face. Alors, vous qui êtes gentil, beau, instruit, venez sur le terrain et incitez le vrai public à y aller pour reconquérir les stades. Sinon, donnez-nous d'autres solutions. C'est pas dans le stade. Arriver au stade, c'est déjà trop tard. Non, il faut commencer dans le quartier. Chez soi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un problème aussi d'urbanisme. Les maisons, les gens là où ils vivent. Mais toi, tu parlais tout à l'heure de scène et de spectacle. Et le stade, c'est une grande scène. Mais il faut répondre aux conditions de la scène pour le spectacle. Est-ce qu'aujourd'hui on répond à des questions comme ça? Je ne pense pas. Malheureusement, Casablanca, ce complexe Mohamed V aujourd'hui sert à tout sauf au foot et au spectacle. Il est quasi impossible d'y organiser un bon spectacle. Et ça rebute les gens. Et c'est pour ça, les 8000 pour le Raja, c'est expliqué largement par ça. C'est un endroit inaccueillant, un endroit où on ne peut pas faire du bon foot. Heureusement qu'on a un bon gazon, on peut faire rouler le ballon, c'est bon, sympa. Mais de l'autre côté, il n'y a pas que les 11 joueurs, tu l'as dit toi-même, les 22. Le spectateur n'est pas traité au client. Non, mais Alors, d'autres SMS de 50 ans de conduite SMS qui diront TTC, Monsieur Lino en souffre beaucoup au Marif. Des casses partout. C'est Touria qui nous envoie ce SMS. Les délinquants sont ceux qui ne respectent pas la loi. Cette loi est-elle respectée par ceux qui gèrent notre sport? Parce que par rapport à la dame ou la demoiselle il y a eu une flambée ces jours-ci de jeunes qui cassent des voitures. Ils sont à moitié. À la mode. Oui, voilà. Il y a 4 ou 5 jours, il y avait 40 voitures cassées. Le lendemain, il y en avait, je sais pas combien de voitures encore cassées. Donc, ce qui fait que si la dame se révolte un peu, elle est peut-être dans la lignée de ce qui s'est passé ces 3-4 derniers jours.
Bon, alors messieurs, on va continuer. On va parler, non déplaise à notre ami de Rabat, on va parler des élections politiques en Italie, vues par... le plus italien des Marocains. Ouais. Le plus marocain des Italiens. C'est encore plus. Ça, c'est Lino, j'adore cette définition. C'est encore plus. Non. Et alors, autre chose, après tu diras un mot, entre autres à des personnes qui me sont très proches, qui sont peut-être ici même autour de cette table, qui n'ont jamais mis les pieds à Rome. Tu leur diras un petit mot. Mais par contre, qui vont à Paris tous les week-ends pratiquement, ou tous les mois. Ou à Madrid, ou à Montpellier, à Barcelone, ou à Montpellier. Voilà. Moi, je suis allé à Rome plusieurs fois. Ouais, d'accord. Voilà. C'est plutôt le Méro qui n'est pas là aujourd'hui. Oui, il n'est pas là, le petit Méro. Et pourtant, tous les chemins mènent à Rome. Et oui. Alors, la politique italienne, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est intéressant de parler de la politique italienne par rapport à nous? Je parlais tout à l'heure de il faut que l'opinion publique, la démocratie, ce n'est pas le bulletin de vote le jour X. Rappelez-vous le discours de Mitterrand, du président Mitterrand, à la Baule. 91. Et la leçon qu'il voulait donner aux Africains en parlant de démocratie. Et l'unique personne qui spontanément qui a répondu, c'était Sa Majesté. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Sa Majesté Hassan II. Il peut pas s'en passer. Hein. Non, c'est bien. Coupe le micro, Samadkou. Donc il faut du temps pour le former, pour libérer. Aujourd'hui au Maroc, alhamdoulilah, on a cette presse multiple qui surprend nos amis européens. Alors, l'Italie, c'est une catastrophe, cette dernière élection. C'est un blocage. Un blocage parce qu'il y a un rejet de deux corps. La rigueur imposée par l'Europe, les gens, ils en ont marre, ils souffrent, ils vivent mal. Il y a une misère, Lino. Ah oui. Et tu le sais. Mais écoute, si je peux me permettre une petite parenthèse, hier j'ai vu un documentaire sur la RAI avec une pensionnaire, elle était à Turin, mais elle était souriante. Elle a dit finalement, moi, j'ai besoin de quoi pour vivre? 800 €. Pour cela, il faudrait que simplement on m'enlève la taxe sur l'IMU, sur la maison, hein, et puis que l'État m'augmente un tout petit peu ma pension qui est de 600 € actuellement. Et elle racontait une anecdote, elle était dans un marché à Porta Palazzo à Turin, et à la fin du marché, elle avait vu un citron en bas d'un étal. Alors elle donne un coup de pied au citron pour le récupérer, pour l'amener à la maison. Et puis quelqu'un passe et prend le citron. Alors en souriant, elle dit, j'avais envie de lui dire, mais c'est mon citron. Et c'est magnifique que devant la misère, devant la pauvreté, cette femme puisse continuer à sourire. Et tu te dis, bon, maintenant qu'elle soit italienne, elle pouvait être française, elle pouvait être espagnole, ou elle pouvait être grecque ou marocaine. Méditerranéenne. Méditerranéenne, elle est méditerranéenne, tu vois. Et dans l'adversité, elle reste souriante. Elle dit, j'avais envie de dire, mais c'est mon citron, qu'est-ce que vous avez fait là? Ouais, mais tu sais, Lino, c'est poignant, un truc comme ça. Il y a énormément à la fin des marchés, maintenant, il y en a beaucoup qui font les fins des marchés. Hein. Alors, énormément. On a interrompu. J'ai interrompu, Abdou, comme d'habitude. D'ailleurs. Non, mais je t'en prie. Presque 16 millions d'électeurs italiens, ceux qui ont voté en 2008, n'ont pas voté en 2013. 16 millions sur 47 millions. C'est énorme. Et ils ont changé leur vote. La nouveauté de cette élection, et la surprise, c'est ceux qui ont voté pour ce mouvement 5 Stelle, 5 étoiles. Le Coluche italien.
C'est un mélange. Le Coluche n'était pas vulgaire. Voilà. Oui. Coluche était un véritable artiste. Le Grillo qui est très riche, c'est un richissime personnage. Il est milliardaire. Oui. Mais lui, il est inéligible. Non, parce que il se présente pas parce qu'il est poursuivi parce qu'il a eu un accident, il a tué des gens, je sais pas quoi. Oui. Donc il ne peut pas. Non, par lui-même, il s'est pas présenté. Voilà. D'accord. Donc il y a 16% à peu près des suffrages, ceux qui ont voté les Grillini, sont des jeunes, instruits, des médecins, des ingénieurs, des informaticiens, hommes et femmes. Ils n'ont pas du tout, ils n'ont pas adhéré totalement à cette folie agressive de Grillo. Mais c'était simplement le rejet Ils sont en colère. le rejet des politiciens de droite et de gauche. C'est plus profond que ça. Et le rejet de l'Europe. Du clientélisme. Oui, la corruption, tout ça. Ouais. Le rejet. Mais la question qu'on devrait se poser, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une démocratie, c'est un parti majoritaire, c'est des votes au Parlement pour faire passer les lois pour que le pays avance. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et je pense que eux-mêmes ne se sont pas posé cette question. Parce que l'obsession de Grillo depuis 20 ans, c'est insulter les politiciens, insulter les professionnels. Mais ils ne se rendaient pas compte de leur pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, si ils s'étaient préparés d'envoyer tous ces politiciens à casa, comme ils disent, on les envoie à la maison. Dégagez. Mais alors, prenez le pouvoir. La démocratie, c'est le pouvoir. Bien sûr, c'est un bulletin de vote. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils sont réunis dans un hôtel ce week-end pour définir un petit peu une espèce de tactique, une espèce de marche à suivre. Parce qu'ils n'avaient pas. Ils n'en avaient pas. Parce que maintenant, il y a des prétentions. Ils sont perdus. Parce que maintenant, ils vont avoir des prétentions. Oui, maintenant, ils vont... En fait, pourquoi j'ai dit à Sibaïd que c'était plus profond que juste un clivage gauche-droite, c'est parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a un rejet des idéologies. On s'est rendu compte qu'il n'y a plus... Aujourd'hui, on ne peut pas dire « Ah, la gauche, elle gouverne mieux, la droite va faire ceci, ou les solutions de gauche, les solutions de droite, etc. » Aujourd'hui, ce que recherche l'humanité, c'est du pragmatisme, c'est du bon sens. Les gens veulent sortir des crises, les gens veulent vivre, veulent respirer. Or, le système qui a été celui d'après-guerre, parce qu'il ne faut pas penser que ce système gauche-droite, etc., existe depuis je ne sais quel calon. Non, c'est un système assez récent pour l'humanité. Ce système a amené aujourd'hui aux crises et à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la résultante de ce système-là. Aujourd'hui, c'est le système qui est remis en cause. Et bien sûr, les gens, pour se venger du système, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller voter vers ceux qui les caressent dans le sens du poil, c'est-à-dire les populistes. Alors là, on va parler de Berlusconi. On a 3 minutes, hein. Un peu plus de 3 minutes. Mais vous savez, je le dis à l'Assemblée, Lino, en te tutoyant, que la dette italienne est de 127% du BIP. Ça, ils ont atteint les 2000 milliards d'euros. La France n'est pas loin. La dette est à peu près, elle est arrivée à 90%. Hein. Pour rappel, la dette marocaine, le BIP, elle est de 6%. Ouais. Ce rejet, c'est ce rejet plus qu'idéologique. Les gens ne croient plus, la gauche. C'est le rejet de cette rigueur imposée par l'Europe. D'où les slogans anti-Merkel. Oui à une Allemagne européenne, non à une Europe allemande, germanique. Ouais. Hein. Alors, Abdou, on a 2 ou 3 minutes encore. Je voulais parler un petit peu d'Abdou Achouba, le fan, le tifoso. Oui, attends, avant qu'il ne soit tifoso, il a été joueur lui-même. Bon, ouais, attends, ça je me le réserve pour Alino Café, parce que sinon il faut pas. En 2 minutes, en 2 minutes, il y a 2 matchs ce soir. Hein. Il y a Real Madrid, Manchester à Old Trafford. Alors, pour qui tu partages, toi? C'est pas ma tasse de thé.
c'est pas une des équipes préférées. Mais, ni l'une ni l'autre. Mais j'aimerais que le Manchester donne une belle correction au Real. Et pourquoi? À cause de Mourinho. Parce que moi je suis pour le Barça. Ah bon, d'accord. Tout à l'heure, l'Égyptien a fait l'amour. Il a fait la grimace. Et pour Messi, je suppose aussi, oui, non? Non, pour le Barça, pour l'école. Pour moi, voir un match... Je vous assure que si Lino se doutait de cette réponse, il n'aurait jamais posé cette question. Je l'aurais jamais invité. Je l'aurais jamais invité. Comme avait dit Jules César à son fils, toi tu me fais ça, tout. Lino, tu as compris pourquoi Najib il est parti? Ouais. Parce qu'il s'attendait à ça. Pourquoi? Parce que pour moi c'est un bonheur. Pas ces matchs perdus, mais pour moi mais vraiment c'est comme être devant un tableau de Kandinsky ou un tableau de Matisse. Et ton ami... Alors, Kandinsky, Matisse, c'est qui encore? C'est l'école. C'est l'école catalane. Et on reproche cet ennui du football barcelonais. Mais vous savez, c'est inculqué même aux enfants, dans les gamins. Un gamin, tu lui donnes un ballon, il est heureux. Si tu lui enlèves le ballon, il est fou de rage. Mais le Barcelone, c'est ça. Ouais. On ne veut pas. Messi et Iniesta et les autres n'ont pas envie qu'on leur enlève le ballon. D'où la base du jeu. C'est une culture, Lino. Abdou, tu nous promets de revenir pour parler de ton club italien préféré, c'est la Juve, non? C'est ça? La Juve. Tu es Juventino. Et De Laurentiis, qu'est-ce qu'il dit? Ton ami, lui qui est président de Naples, il te laisse supporter. Ne dis pas que tu vas voir Naples Juve, tu dis Forza Juve, à côté de Laurentiis, qui est président de Naples. Il ne m'invite pas, mais j'aimerais. Il t'invite pas. Je vais lui parler de toi. Je vais lui parler d'une possibilité de faire des. Il faut qu'on fasse quelque chose. De faire pour aider certaines associations. Et les Napolitains, ils sont généreux. Très généreux. Très généreux. Aurelio. Alors, là, tout à l'heure, on vient de m'apporter une mauvaise nouvelle. Donc, il y a Hashfnan qui nous a quittés hier soir. Hashfnan, oui, catcheur, celui qui a organisé le maximum de comédien, quelqu'un qui, dans la ville de Casablanca... Celui qui a joué le rôle de Zorro avec Oui. Il a fait de tout. Et c'est l'élégance qui disparaît. Toujours gentleman, casablancais, jaloux de Casa. Voilà, toutes nos condoléances à ses proches. Hein. Avec la hiérarchie. Tu te rappelles la hiérarchie aussi? Une chevauchée, dans le film de Osford, une chevauchée de Hashfnan extraordinaire. À voir et à revoir et en noir et blanc. Et les gens l'ont pris pour du réel. Hein? Il a tourné dans un film, tu vois, et les gens l'ont pris pour du réel. Et on terminera avec cet auditeur qui dit Abdou a perdu son invitation pour le Lino Café. C'est une batte d'Agadir. Non, c'est pas vrai, au contraire. J'invite mon ami Abdou à venir au Lino Café.